Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous revenons sur la tactique. Ici on va voir des choses un peu plus complexes, mais on va commencer en douceur. Alors, pour bien maîtriser la tactique et les combinaisons de coups, il faut évidemment bien réfléchir à chaque position, chaque coup que l'on joue, voir les différentes possibilités, différents coups, les différentes réponses. Malgré tout, il peut être très difficile de découvrir de telles combinaisons, parce que si on a une dizaine de coups jouables, on va dire en moyenne, souvent il y en a, parfois il y en a moins, quand il y a des coups forcés, souvent il y en a plus. Mais disons 10. À chacun de ces coups, l'adversaire peut répondre d'une dizaine de coups. Et soi-même, en nouveau, en réponse, à nouveau une dizaine de coups. Et on est déjà là à 1 millier de combinaisons possibles. Il est donc impossible d'analyser tout en détail. Ça, ce n'est possible que pour un ordinateur, qui souvent procédera de la sorte. Donc, il est important d'examiner les bons coups et en identifiant les structures qui le justifient. Les structures dans la position des pièces. Mais étudier ces positions semble difficile aussi parce qu'il y a une infinité de positions possibles. En tout cas, pas une infinité. Les échecs sont un jeu fini. Il y a un nombre fini de pièces sur un nombre fini de cases. Mais le nombre de positions possibles reste absolument astronomique. Des chiffres colossaux. Donc, ce n'est pas possible non plus. Mais toute tactique ou toute combinaison repose en fait sur un nombre fini, peu nombreux, de mécanismes, de méthodes qui, elles, peuvent être étudiées et que l'on peut reconnaître. Et il est important de les étudier et de les connaître. On a déjà vu à plusieurs reprises dans les ouvertures les phénomènes de clouage. Il y a les clouages absolus, c'est-à-dire lorsque la pièce est clouée parce que derrière il y a le roi et le retrait de cette pièce ferait que le roi sera en échec, coup qui serait évidemment pas légal, donc le clouage est là absolu, et le clouage relatif, c'est-à-dire quand la pièce menacée derrière la pièce clouée est une pièce importante, une dame ou une tour, ou simplement une autre pièce. Un fou, un cavalier, même un pion. Si cette pièce n'est pas protégée, la découvrir, cela la menacerait directement. Dans ce dernier cas, on parle de clouage relatif, parce que le mouvement reste possible, il n'est pas illégal. Bouger la pièce clouée entraîne alors simplement une perte matérielle. On rencontre très fréquemment les clouages. Nous l'avons vu dans les ouvertures, c'est extrêmement fréquent. Alors, voyons cette position qui est issue d'une partie jouée par Morphy contre le duc de Brunswick. C'est au blanc joué, Morphy. Et on voit que les deux cavaliers sont cloués par les fous. Le cavalier ici a un clouage absolu, le roi est derrière, et le cavalier ici a un clouage relatif. C'est la dame qui est derrière. Donc, on peut espérer exploiter ce clouage pour gagner du matériel ou plus. Une méthode simple, c'est de doubler les tours, auquel cas l'attaque devient victorieuse. Mais Morphy constate que cette méthode est lente. L'adversaire aurait le temps de réagir. Donc, il a opté pour une méthode très simple et directe. Il a joué tour prend D7. Alors, évidemment, la dame est menacée, le retrait de la tour se ferait en plus avec échec. La dame n'a pas beaucoup d'endroits où aller, donc il faut reprendre cette tour qui vient de capturer une pièce. Évidemment, pas avec la dame, elle se ferait prendre par le fou. Pas avec le cavalier, la dame se ferait capturer. Donc, avec la tour. Ce faisant, cette tour est également clouée. Et alors Morphy joue tour D1. Ceci est équivalent en fait d'avoir doublé les tours, parce que la tour maintenant se ramène, un nouvel agresseur se ramène, et ce, sans la moindre perte de temps. Alors, la dame n'a donc pas beaucoup d'autres endroits où aller,
Sans compter que la tour est menacée par 2 pièces. Donc, il faut déclouer la pièce et les noirs jouent dame E6. Ce coup décloue ce cavalier qui peut protéger la tour. Par contre, ça n'apporte pas tant de protection supplémentaire que ça à la pièce. À ce stade, Morphy aurait pu gagner du matériel par simplement fou prend F6. Et l'avantage matériel aurait été largement décisif en finale. Mais Morphy a opté pour une méthode, certes plus complexe, mais aussi beaucoup plus rapide et élégante. Donc il joue fou prend D7 échec. Donc on va voir la combinaison. C'est important d'avoir éventuellement de la répéter pour bien la comprendre. Cavalier prend D7, maintenant le cavalier peut reprendre. Et dame B8 échec. Un coup formidable. À ce moment-là, le roi ne peut pas partir. Toutes les cases sont contrôlées par des pièces blanches. La seule possibilité, c'est de reprendre la dame. C'est donc un très beau sacrifice qui dégage la place pour la tour. Ainsi, après tour D8, protégé par le fou, le roi noir est échec et mat. Une très belle combinaison d'un joueur du 19e siècle, mais qui était vraiment un joueur d'attaque et très très fort dans la tactique et les combinaisons. Voilà. Et nous verrons la prochaine position dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.